Amilcar de Trauqueseg, épisode 1. Le garagiste et la jardinière. Le hameau gascon offrait en cet après-midi d'été l'aspect désolé et poussiéreux d'un décor de western. Quelques volets à peine entrebâillés pour garder dans la pénombre un reste de fraîcheur matinale laissaient imaginer l'hypothétique présence de tireurs embusqués prêts à ouvrir le feu sans sommation pour défendre chèrement la qualité de leur sieste. Tout y était désert, calciné, subclaquant. Archibald vint se garer contre un tertre, à l'ombre d'un grand chêne, et coupa le moteur de l'Amilcar C6, voiture de collection qui retrouvait un lieu familier où elle avait reçu pendant des années les soins les plus attentifs. Le vent relatif, le bruit du moteur, l'étroitesse des sièges, l'attention du conducteur aux réactions de la machine avaient réduit les échanges sur le parcours à quelques gestes complices, rien de plus. C'est donc ici qu'Archibald avait choisi de conduire l'auteur pour parler de son père, Amilcar Barca, d'évoquer ses premiers souvenirs et de lui faire partager l'esprit des lieux. L'auteur va au cours des 2 premiers épisodes recueillir directement les confidences d'Archibald, puis transcrire en 8 épisodes l'enregistrement retrouvé d'une journée d'août 1984 à la station Barca, avant de nous entraîner, pour les 2 derniers épisodes, avec Archibald et Isor, dans une réflexion autour de la vision du monde du garagiste de Trauqueseg, Amilcar Barca. Il convient d'ajouter qu'Amilcar Barca est à l'origine de la découverte, il y a plus de 40 ans, des 6 derniers éléments manquants de la première ligne de la table de Mendeleïev, découverte restée confidentielle jusqu'à ce jour. Place donc aux premières confidences d'Archibald. Archibald, la soixantaine sportive, légèrement appuyé contre la voiture, a retiré ses gants, coiffé un vieux Panama, et se laisse un instant submerger par l'irruption de souvenirs accourus en désordre pour l'accueillir. Refaisant surface sobrement, il indique sur le côté un parterre d'agapanthes dont les ombelles bleues dodelinent au bout de longues tiges. Elles ont été plantées par Ombelle, ma mère, pour marquer d'un clin d'œil sa présence. Regardez à gauche. Voilà ce qu'il reste de la station Barca. Elle était tout autour de ces massifs. Le garage lui-même était à la place des bouleaux blancs que vous voyez loin. Nous sommes garés sur l'ancienne plateforme des pompes à essence. Lorsqu'Amilcar a voulu fermer la station, Ombelle lui a demandé de se rapprocher d'elle. Personne n'avait souhaité reprendre ce garage perdu dans les coteaux de Gascogne, et Amilcar ne servait plus d'essence depuis longtemps. La maison, contiguë à la station, n'était ni isolée, ni chauffée, à peine électrifiée, et si peu entretenue qu'elle allait coûter une fortune à moderniser. Tout concourait à ce qu'enfin ils vivent réunis sous le même toit. D'un commun accord, ils choisirent de rendre cet espace à la nature et conçurent ce jardin. Ils ont ensuite invité tout le pays à célébrer leur rapprochement avec un retard calculé de plus de 30 ans et ont fait détruire la station Barca, donnant à qui les voulait les matériaux de récupération. Ce fut l'occasion d'une fête de 3 jours, dont les dindons de la farce furent principalement les canards de l'étang, hôtes remarqués de ces réjouissances. Avant d'évoquer Amilcar et Ombelle, il me faut vous les faire entendre. Prenant son iPhone, il commence une rapide recherche tout en parlant. J'avais sauvé de la destruction quelques bandes vidéo de la caméra de surveillance placée dans le bureau conservé par Amilcar. En voici 2 extraits. Tendez l'oreille. Sur l'écran apparaît l'intérieur d'un petit atelier automobile encombré de véhicules en réparation. Après quelques instants, un homme de la cinquantaine entre par une porte latérale, saisit une combinaison de travail et s'apprête à l'enfiler quand le téléphone sonne. Il décroche. « Allô ? Station Barca, j'écoute. » S'ensuit un silence
qu'il émaille de gestes de plus en plus nerveux, qu'il interrompt d'un « Je ne comprends rien !» Bon, passez-moi le moteur. Son bruit vaut mieux que toutes vos explications. Bien sûr, vous l'allumez. Je veux l'entendre. Il se concentre alors, puis laisse tomber. Dessous, la flaque. C'est de l'eau ou de l'huile? Vous ne pouvez pas vous baisser. Dans ce cas, allez voir les traces derrière. Les deux. Félicitations. Bon, ne touchez plus à rien, je passerai lundi avec la dépanneuse. À lundi. Il raccroche, passe son bleu et commence à soliloquer. Ah mon bleu, uniforme de ma condition. Avec toi je diagnostique, je teste, je ranime. Et quand tout est en ordre, je ponctionne avec d'infinies précautions le client. Normal. Par véhicule interposé, le patient me confie sa vie. Et ma station-service devient une sorte de dispensaire. D'ailleurs, mes soins devraient être remboursés, comme ceux du Toubib. Et nous devrions créer un conseil de l'ordre des mécaniciens. Il éclate de rire en contemplant son bleu. C'est avec toi que je dois accomplir chaque jour des miracles dans cet atelier. Prolonger la vie d'engins hors d'âge, ressusciter des guimbardes ayant rendu déjà plusieurs derniers souffles, permettre aux gens de ce trou perdu d'accéder à la ville et à ses démons. Laisser à mon esprit tout loisir de battre la campagne. Et surtout être libre, sans jamais être au-dessus des lois. Bien au contraire, depuis toujours j'ai choisi de vivre dans ce trou au-dessous des lois. Dans ce vide juridique, sorte de vide sanitaire. C'est là, à l'abri du regard d'inquisiteurs zélés et tatillons, que je m'épanouis. N'ayant pas à franchir les 1000 cloisons administratives, ralentisseurs de la pensée que le législateur désœuvré, ou soucieux de donner une loi à son nom, installe, et qu'un autre à son tour démantèle, pour les mêmes raisons. Bon, voyons plutôt où en est cette merveille. Prenant une clé anglaise, il s'approche d'une camionnette. Au moment d'intervenir, le téléphone sonne de nouveau. Il repose la clé et entame, en s'essuyant les mains, une litanie de jurons s'adressant à Dieu, au diable, aux clercs, aux femmes de mauvaise vie, aux animaux, même aux anomalies de parties anatomiques le plus souvent cachées, qu'il achève par « Et si l'on pouvait me laisser travailler en paix ?» Allô ? Ombel, qui vient d'entrer dans l'atelier, écoute, en habitué, puis se manifeste en faisant teinter en riant les vers qui s'entrechoquent dans son cabas. Hamilcar raccroche et lui jette un regard complice. Ombel, manifestement habitué à ces débordements, n'en étant rien affecté. Ayant entendu tes dernières incantations, j'ai pensé qu'il était temps de nous rafraîchir un peu. J'ai quelque chose à te dire qui nécessite 3 minutes de ton attention. Hamilcar, je t'écoute. Ombel, il y a longtemps que nous n'avons pas vu Archibald, il me manque. Archibald interrompt l'enregistrement en souriant. Aujourd'hui, c'est eux qui me manquent. L'outrance forcée, leur complicité naturelle, et le fameux crétinium, si cher à Hamilcar, qu'il prononçait malicieusement crétignon, marquant ainsi son appartenance au pays du rugby où l'on ne parle que des joueurs du stadion. Vous savez, le stadium de Toulouse, temple de l'Ovalie. Comme vous allez l'entendre, il utilisait pour ces 6 éléments la même terminaison en ion qu'il trouvait finalement mieux adaptée que celle en ium trop métallique à l'oreille. Voici un autre court extrait que nous réécouterons tout à l'heure dans le contexte. Hamilcar explique ici son hypothèse sur l'existence de 6 éléments nouveaux pour la table de Mendeleïev. On l'écoute. J'ai donc complété les 6 cases vides de la première ligne entre l'hydrogène et l'hélium par de nouvelles observations. Curieusement, le premier élément identifié avec certitude fut le crétignon, qui occupera finalement la dernière case. Celui qui fut identifié le dernier fut le sérénion, tant sa nature est proche de l'origine de tout, de ce moment qui nous rapproche le plus de l'éternité, de ce souffle primordial injecté dans les narines.
une clé à molette en main, il indique successivement sur la table, qui est exposée devant lui, chacune des cases. On trouve donc maintenant, juste après l'hydrogène qui constitue l'essentiel du Soleil, le sérénion, force élémentaire, qui lie tout, qui agrège tout, le point d'appui, la cohérence, le fusion, force qui sort de tout, explosive, source de l'aventure, le pétion, force qui pénètre tout, implosive, à l'origine de la réflexion, l'équilibrion, force qui suspend tout, instantanée, éphémère, l'énergie du présent, le vertigion, force qui attire tout, l'imaginaire, la chute, c'est l'avenir. Et enfin le fameux crétignon, force qui perturbe tout, l'imprévisible, l'aléatoire. Ceci conduit au plus léger, stable et inerte des gaz rares, les lions. Archibald interrompt l'enregistrement et, indiquant du doigt l'autre extrémité du village, reprend. Compte tenu de la température, nous allons rejoindre le jardin d'Ombel et nous installer sous le grand tilleul, que vous voyez au loin. Nous y serons très bien. Cette rue relie la station Barca à la propriété d'Ombel, et plus sérieusement, les deux capitales les plus proches, Escanecrabe et Rebire-Chioulette. Vous devinez déjà au loin le virage et le grand tilleul sur le haut du talus. Cette courbe a été rectifiée depuis. Les deux complices, Amilcar et Ombel, sont là-bas. Ils ont demandé à être plantés au pied du tilleul, témoins silencieux de leurs aventures. Toute mon enfance, j'ai parcouru cette rue, en courant ou en traînant, grelottant ou transpirant, souvent riant, parfois pleurant. Aujourd'hui, avec le temps, elle m'apparaît bien courte, mais reste malgré tout comme le fil du funambule, tendu entre les deux pôles inébranlables qu'ont été pour moi Amilcar et Ombel. J'ai grandi en passant de l'un à l'autre, en attirant l'un vers l'autre, en faisant des figures de plus en plus complexes, en disciplinant sans le savoir ces fameuses 6 forces. La fermeture de la station Barca a correspondu à leur rapprochement définitif. Ils ont donc vécu ensuite dans la maison que vous apercevez maintenant, elle côté jardin, lui côté cour, où il avait transformé une remise en atelier. J'y retourne chaque fois que j'ai besoin de calme pour prendre une décision ou choisir une nouvelle orientation. Nous passons le virage, franchissons le fossé, prenons un petit raidillon qui nous conduit sous le tilleul qui borde le grand jardin. La vue y est dégagée sur près de 360 degrés. Le soleil fait scintiller les sommets pyrénéens, les tournesols penchent déjà la tête, les moissons sont achevées et les andins de paille blonde donnent au paysage l'allure d'un gigantesque jardin japonais fraîchement ratissé. Ventilé par des milliers d'abeilles, le tilleul en pleine floraison embaume. À l'ombre, côté sud, 2 fauteuils en fer forgé, malicieusement soudés côte à côte, bras dessus, bras dessous, sont tournés vers les montagnes. Asseyons-nous. C'est là qu'ils ont passé les heures les plus douces de leur vie. Ils sont venus ici à toutes les saisons, admirer les changements du quotidien. N'ayant jamais été à court d'imagination, ils ont ri gentiment du spectacle de la nature, des bestioles et des hommes. Amilcar est parti le premier, il y a déjà 20 ans. Ombel, qui n'avait aucune crainte de l'avenir, s'assit le jour même dans le fauteuil de son mari, appréciant la fortune de pouvoir continuer à partager son point de vue. À partir de ce jour, à chacune de mes visites, je me suis assis à côté d'elle pour répondre aux 1000 questions d'une mère. Il m'a fallu lui expliquer les choses les plus complexes, sans me cacher derrière des mots ou des théories compliquées. Il m'a fallu parfois trouver dans la nature des exemples, ou utiliser des comparaisons qui m'ont si souvent fait prendre la dimension réelle des choses. Et surtout, mieux comprendre les liens existants entre les éléments sur lesquels je réfléchissais parfois trop vite. Comme la terre de son jardin, elle me retournait,
Elle m'assouplissait, elle m'aérait pour que je donne, comme on dit ici, que je rende, que je produise. Après un léger silence, Archibald reprend. Dans le pays, beaucoup les considéraient comme originaux. Je pense qu'ils étaient d'abord profondément curieux. Curieux de savoir et de comprendre. Ils deviendront à leur tour, avec le temps, l'objet de la curiosité de tout leur entourage. Vous voyez le village. Toutes les maisons sont les mêmes. Tous les volets sont presque de la même couleur. Toutes les fenêtres sont orientées dans la même direction. Les arbres sont des chênes et les fleurs des géraniums, des roses ou des dahlias. On cultive du blé, de la vigne, et on élève des poules, des canards et des vaches. Ah, j'oubliais, et un cochon. On utilise les mêmes marques de voitures ou de tracteurs. On travaille aux mêmes heures et on parle chaque jour des mêmes sujets, principalement la météo et la santé. Parce qu'on ose parler librement de religion, de sexe ou de politique, qu'avec le tout petit nombre de ceux avec qui l'on partage déjà tout. Il n'est pas difficile de passer pour original dans ces conditions. En ce qui me concerne, cela m'était égal d'avoir 2 adresses dans le village, de porter un prénom imprononçable localement sans y ajouter un « e », de voir mes parents habiter à 200 mètres l'un de l'autre et se rendre visite chaque jour, de parler aux plantes et d'en apprendre le langage, de connaître l'effet Doppler avant d'avoir trouvé mon premier cep ou descendu ma première palombe, car j'avais été immunisé contre la normalité dès ma naissance. Amilcar ayant exigé avec gourmandise que je sois inscrit sur le registre d'état civil comme son fils naturel. C'est le sort de chacun d'entre nous, me direz-vous. Mais il avait trouvé à cette distinction administrative un caractère hautement philosophique et républicain. Ombel, qui vivait en symbiose avec les éléments, n'y voyait rien à redire. J'avais donc, dès l'origine, un statut à part dans un petit monde scrupuleusement respectueux d'un code unique de convenance. J'étais fils naturel, ce qui, à chaque rentrée scolaire, avait provoqué dans le village une avalanche de calottes sur mes petits camarades ayant eu l'audace de demander à leurs parents en quoi j'étais différent d'eux. En cette période de barbarie éclairée, la calotte faisait encore partie des outils pédagogiques ordinaires, au même titre que les bons points, la craie, la gaule et les cartes murales. Elle dispensait de la discussion intergénérationnelle à l'issue de plus en plus aléatoire imposée aux parents d'aujourd'hui. On pratiquait donc, sans culpabilité démesurée, l'usage de ce traumatisme immanent aux effets immédiats. Les pédagogues n'avaient pas encore persuadé les parents de substituer à ces pratiques grotesques, terme nous ramenant à l'âge des cavernes, l'application répétée de longues explications parentales, le plus souvent incompréhensibles, et dont le crescendo bruyant s'achevait toujours par les mêmes menaces, responsables de tant de névroses enfouies. La société a changé. Elle a changé de code, banalisant mon statut de fils naturel. Mais je pense qu'aujourd'hui, Amilcar aimerait déclarer à l'état civil le génome de son fils, comme on dépose une marque, et mettrait tout en œuvre pour protéger avec Ombel leur co-création. Il en revendiquerait la propriété intellectuelle partagée, lui réserverait une part de toile pour l'avenir, et lui donnerait même un nom de domaine. Ne soyez pas surpris, il était imaginatif pour se moquer des modes du moment. Alors mes parents étaient certes originaux, mais surtout, ils étaient curieux de tout. Si Amilcar avait une étonnante collection de disques dans son garage, les deux avaient un attrait compulsif pour les livres. Leur cohabitation tardive a eu d'ailleurs pour première conséquence l'accouplement de leur bibliothèque. Il fut fécond tant leurs goûts étaient complémentaires. Dès lors, j'y ai puisé sans modération et le fais encore aujourd'hui, beaucoup de ces ouvrages étant devenus introuvables. Vous ne serez pas étonné de savoir que les poètes, les conteurs, les philosophes et les historiens y voisinent avec les géographes, les pamphlétaires, les naturalistes et savants de tout poil. La jardinière et le garagiste de Trauqueseg n'avaient pas les lectures de leurs conditions.
Fièrement attachés à leurs racines gasconnes, loin des grands mouvements de l'histoire, des courants de pensée, ils ont gardé un contact constant avec le monde, portant un regard lucide et amusé sur les systèmes en général et les bonimenteurs patentés en particulier. J'ai souvent assisté, avec des clients de passage, à des conversations désopilantes sur les évolutions du moment. Certes, Amilcar n'avait pas parcouru le monde, mais il en avait reçu l'écho et se l'était représenté. Plutôt bien d'ailleurs. Parfois, son imaginaire avait par facilité rempli les vides, l'obligeant plus tard à des révisions déchirantes. Je me souviens de celle, j'étais encore enfant, qui lui avait imposé d'admettre la théorie de la tectonique des plaques, alors qu'il aimait imaginer les volcans comme des soupapes de refroidissement et les séismes comme des joints de dilatation. Inconsolable de découvrir qu'il n'était pas le premier à avoir conçu le marteau à rebond qui d'un geste frappe 2 coups, ou le clou à 3 pointes pouvant être planté dans les coins, il se contentait de faire de la mécanique comme un vétérinaire fait de la médecine. C'était rapide, peu coûteux, rarement académique et surtout efficace. Il n'attendait aucun remerciement du client mais soignait les moteurs jusqu'à disparition de tout symptôme inquiétant. Il cueillait alors avec reconnaissance son merci dans la régularité retrouvée d'un ronronnement. Il avait bien sûr quelques doutes, dont on l'entendait régulièrement faire part sur l'ordre des choses et sur l'organisation du monde. Mais l'essentiel était ailleurs. Un jour, je me souviens, devant le capot ouvert de la 2 chevaux du curé, à qui il changeait les vis platinées, je l'ai réalisé. Le brave homme, en bon vétérinaire des âmes, lui demandait d'aller dépanner la Juva 4 d'Amédée, relique épuisée qui ne permettait plus à cette famille d'aller au marché. Il ne s'agissait pas dans ce cas du salut des âmes, mais bel et bien de la survie de tout un foyer qui avait besoin de vendre ses canards pour acheter de la semence et pour cela d'un véhicule. On était loin des textes sacrés et des combats théologiques. Ici, le Créateur était proche, exigeant et généreux. Point n'était besoin d'ergoter. La question même de son existence ne se posait pas. On ne finançait pas avec celui qui était au courant de tout, espérant seulement qu'il respecte jusqu'au bout le silence, tant il est vrai qu'on a toujours quelque chose à cacher. De l'autre côté, comme on dit ici, en clair, après la mort, c'était une autre affaire. Les autres questions étaient sous-traitées aux savants de toute confession qui pouvaient bien s'entre-déchirer à condition de ne pas créer de nouvelles obligations pour l'immense majorité silencieuse, satisfaite du confort ouaté que procure l'ignorance. Amilcar et Ombel pratiquaient donc sans effort, comme avant eux leurs parents, une forme intuitive de religion basée sur l'amour du prochain et de soi-même. Ils n'avaient pour les idées religieuses aucun appétit particulier et éprouvaient pour les hiérarchies humaines un respect de pure forme qui les avait protégés de l'attention des grands dont on sait qu'elle n'est jamais désintéressée et fort rarement bienveillante. Cette tournure d'esprit les avait conduits à rester le plus souvent à l'écart des controverses de leur temps, pratiquant ainsi ce qu'il est convenu de considérer comme les principes de la sagesse orientale et qu'on nomme en Gascogne le bon sens. Ils avaient en revanche une conscience forte et personnelle de ce que pouvait être l'injustice. Je ne sais pas tout, mais à plusieurs occasions, ils interviendront pour infléchir des décisions qu'ils n'approuvaient pas. Profondément excités à l'idée d'essayer d'appliquer des lois les plus improbables, ils n'avaient qu'un intérêt limité pour le fatras de textes censés codifier de plus en plus précisément la vie quotidienne de chacun. Archibald s'interrompt pour écouter le bruit lointain d'un véhicule, marquant la fin de ce premier épisode. Pour retrouver les autres épisodes d'Amilcar de Trauqueseg, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous les avez aimés, partagez-les autour de vous.